Le 23 août 1852, sur le parvis de la maison de vente Bourdelle, au cœur du vieux carré de la Nouvelle-Orléans, un jeune homme fut vendu aux enchères pour la somme vertigineuse de 8 700 $. Une fortune qui dépassait de loin le prix de n'importe quel esclave jamais vendu dans la ville. Ce qui troubla les acheteurs ce jour-là ne fut pas seulement sa beauté troublante, presque surnaturelle, mais le silence absolu du commissaire-priseur lorsqu'on lui demanda d'où venait exactement ce spécimen exceptionnel. Dans les archives de la succession Lavoisier, découverte 120 ans plus tard, lors de la démolition d'un entrepôt abandonné près du port, on trouva un journal médical qui révéla une vérité bien plus sinistre que tout ce que la société créole aurait pu imaginer. Avant de poursuivre cette histoire qui va vous glacer le sang, abonnez-vous à cette chaîne et dites-nous en commentaire de quelle ville vous nous écoutez. Votre soutien nous permet de continuer à exhumer ces secrets enfouis de l'histoire. La Nouvelle-Orléans de 1852 était une ville de contrastes violents et de richesses obscènes. Capitale officieuse du commerce des esclaves dans le sud profond des États-Unis, elle attirait des planteurs de tout le territoire, des marchands européens et une élite créole qui se considérait comme l'aristocratie du Nouveau Monde. Les ventes aux enchères se tenaient plusieurs fois par semaine, transformant des êtres humains en marchandises évaluées selon des critères précis. Force physique, âge, compétences, et pour les femmes, potentiel reproductif. Mais il existait une catégorie à part, rarissime, qui faisait monter les enchères jusqu'à des sommes extravagantes. Les esclaves d'une beauté exceptionnelle, destinés non pas aux champs de coton ou aux cuisines, mais aux salons, aux réceptions, symbole vivant du raffinement et de la puissance de leurs propriétaires. Ces acquisitions répondaient à une forme perverse de collection où l'être humain devenait œuvre d'art exposée. La ville elle-même respirait une atmosphère particulière. Les ruelles étroites du quartier français exhalaient un mélange d'épices, de fleurs tropicales et de décomposition organique. L'humidité collait aux vêtements comme une seconde peau. Les maisons créoles, avec leurs balcons en fer forgé et leurs cours intérieures secrètes, cachaient derrière leurs façades élégantes des réalités que même les résidents préféraient ignorer. Dans ce décor de splendeur et de pourriture, où la fièvre jaune tuait par centaines chaque été, où les fortunes se faisaient et se défaisaient au rythme des récoltes et des spéculations, un homme avait conçu un projet qui dépassait en horreur tout ce que cette société déjà brutale pouvait tolérer. Le docteur Armand Lavoisier était arrivé à la Nouvelle-Orléans en 1838, fuyant, disait-on, un scandale médical à Paris. Grand, le regard perçant derrière des lunettes rondes à monture d'or, il parlait avec l'autorité tranquille de ceux qui ont fréquenté les meilleures universités européennes. Il avait acheté une plantation de taille moyenne à environ 40 kilomètres au nord de la ville, le long d'un méandre du Mississippi, une propriété qu'il avait baptisée Domaine Belle-Rivière. Contrairement aux autres planteurs qui maximisaient leurs profits par la culture intensive du coton ou de la canne à sucre, Lavoisier gérait son domaine avec une efficacité modérée, comme si l'agriculture n'était qu'un prétexte, une façade respectable. Ce qui intriguait ses voisins, c'était la discrétion presque maladive avec laquelle il dirigeait sa plantation. Peu d'esclaves y travaillaient, comparé à d'autres propriétés de taille similaire, peut-être une quarantaine tout au plus. Lavoisier sélectionnait personnellement chaque acquisition lors des ventes, examinant les individus avec une attention qui dépassait la simple évaluation commerciale. Il prenait des notes dans un carnet de cuir noir qu'il ne quittait jamais, mesurait parfois des distances entre les yeux, la largeur des épaules, observait la texture des cheveux avec une fascination qui mettait mal à l'aise même les commissaires-priseurs endurcis. Sa demeure principale, une bâtisse de style colonial français avec des colonnes blanches et des volets verts, se dressait au centre du domaine, entourée de chênes centenaires drapés de mousse espagnole. Mais c'était l'aile est de la maison, toujours fermée, aux fenêtres condamnées par de lourds volets qui alimentaient les spéculations. Lavoisier y passait des heures chaque jour, seul, interdisant même à ses domestiques d'y pénétrer. On entendait parfois, portés par le vent humide, des sons étranges.
Des pleurs étouffés, des gémissements qui ressemblaient à ceux d'une femme en travail, puis plus rien pendant des semaines. Le médecin recevait rarement. Lorsqu'il se rendait en ville, c'était pour consulter les bibliothèques médicales, commander des ouvrages spécialisés d'Europe, ou assister aux conférences de la Société médicale de Louisiane, où il présentait parfois des communications sur l'anatomie comparée et les théories de l'hérédité. Ses interventions, toujours brillantes, révélaient une obsession: comprendre les lois qui gouvernaient la transmission des caractéristiques physiques d'une génération à l'autre. À une époque où les théories raciales commençaient à se structurer en pseudo-sciences, où des hommes comme Samuel Morton mesuraient des crânes pour établir des hiérarchies entre les races, Lavoisier représentait l'avant-garde de cette pensée dangereuse. Mais contrairement à ses contemporains qui se contentaient d'observer et de théoriser, Lavoisier était un homme d'action. Et son terrain d'expérimentation était précisément ce que la loi considérait comme sa propriété absolue: les 40 esclaves de Belle-Rivière. C'est au printemps de 1840 que commença véritablement ce qui allait devenir l'expérience la plus sinistre jamais menée sur le sol américain. Lavoisier avait passé 2 années à observer, mesurer, documenter chaque individu de sa plantation. Il avait établi des tableaux généalogiques détaillés, remontant parfois sur 3 générations lorsque les archives le permettaient, notant avec une précision maniaque la couleur exacte de la peau selon une échelle de sa propre invention, la forme du nez, la texture des cheveux, la proportion des membres, la symétrie des visages. Il avait identifié ce qu'il appelait dans ses notes les lignées prometteuses, des familles où certaines caractéristiques physiques qu'il jugeait supérieures apparaissaient avec régularité: beauté du visage, harmonie des proportions, teint particulièrement clair pour certains, foncé pour d'autres, selon des critères qui n'obéissaient qu'à sa logique perverse. Puis il avait commencé à orchestrer les unions. Les mariages entre esclaves étaient courants dans les plantations, encouragés même par les propriétaires qui y voyaient un moyen d'assurer la reproduction de leur main-d'œuvre. Mais ce que fit Lavoisier dépassait cette pratique établie. Il séparait les couples existants sans explication, réunissait des individus qui ne s'étaient jamais adressé la parole, imposait des cohabitations selon des critères que personne ne comprenait. Ceux qui résistaient disparaissaient, vendus prétendument à des plantations lointaines. Les autres, terrorisés, obéissaient. Une femme nommée Céleste, âgée de 22 ans à l'époque, au teint couleur de miel et aux traits d'une finesse remarquable, fut ainsi unie à un homme appelé Baptiste, grand, à la peau d'ébène profond, aux épaules puissantes. Lavoisier les installa dans une cabane isolée à l'extrémité sud de la plantation et leur donna l'ordre explicite de concevoir un enfant. Il visitait Céleste chaque semaine, l'examinait avec des instruments, prenait des mesures, notait tout dans son carnet noir. 9 mois plus tard, en février 1841, Céleste donna naissance à une fille. Lavoisier assista à l'accouchement, écartant la sage-femme habituelle de la plantation. Dès que l'enfant poussa son premier cri, il la prit dans ses mains, l'examina sous toutes les coutures avec une lampe à huile, mesura son crâne, écarta ses doigts minuscules, observa la couleur de sa peau avec une intensité dérangeante. Puis, il remit l'enfant à sa mère avec un sourire satisfait et une simple phrase qui glaça Céleste. « Parfait, c'est parfait. Elle est la première génération. » Cet enfant reçut le nom d'Amélie. Elle ne fut jamais envoyée au champ. Elle grandit dans des conditions privilégiées pour une esclave. Nourrie correctement, protégée des travaux pénibles. Lavoisier la suivait avec une attention obsessionnelle, documentant chaque étape de sa croissance, comparant ses mesures aux prédictions qu'il avait établies dans ses tableaux. Mais Amélie n'était pas seule. Entre 1840 et 1844, Lavoisier orchestra 8 autres unions contrôlées, créant ce qu'il appelait dans ses notes les lignées parallèles. Chaque grossesse était supervisée, chaque naissance documentée, chaque enfant évalué selon ses critères mystérieux. Certains nourrissons, jugés insatisfaisants, étaient retirés à leur mère et vendus immédiatement, parfois à des marchands qui ne posaient pas de questions. Les mères qui pleuraient trop longtemps
recevaient des punitions sévères. Parmi les enfants de cette première génération, 3 furent jugés exceptionnels par Lavoisier. Amélie, bien sûr, dont la beauté se révélait déjà à l'âge de 3 ans. Un garçon nommé Mathieu, né d'une union entre une femme à la peau très claire et un homme aux yeux étonnamment verts, héritage probable d'un ancêtre européen. Et une autre fille, Joséphine, dont les proportions du visage correspondaient exactement aux idéaux géométriques que Lavoisier avait établis dans ses théories. Ces 3 enfants devinrent le cœur de son projet. Il les fit vivre près de la maison principale, leur enseigna lui-même la lecture et l'écriture, chose rare pour des esclaves, leur parlait en français, leur faisait mémoriser de la poésie. Il les exposait à la musique, leur montrait des reproductions de peintures européennes, sculptait leur éducation comme on polit un diamant brut. Les visiteurs occasionnels qui les croisaient s'extasiaient devant ces enfants extraordinaires, si beaux, si raffinés. Lavoisier souriait modestement, acceptait les compliments, mais ne révélait jamais son véritable dessein. Ce dessein ne devint clair qu'en 1848, lorsqu'Amélie atteignit l'âge de 7 ans. Lavoisier la fit venir dans son bureau de l'aile est, cette partie de la maison où personne n'entrait jamais. Il lui montra des planches anatomiques, des schémas généalogiques, lui expliqua avec un calme terrifiant qu'elle avait été créée dans un but précis, que son père et sa mère avaient été choisis pour leurs caractéristiques spécifiques, que chaque aspect de son être résultait d'une sélection minutieuse, et que bientôt, lorsqu'elle serait en âge, elle devrait à son tour participer à la prochaine étape de l'expérience. Amélie avait 7 ans. Elle comprit ce jour-là qu'elle n'était pas un être humain aux yeux de cet homme. Elle était un spécimen, un résultat, une étape vers quelque chose qu'elle ne pouvait même pas concevoir. Les années qui suivirent transformèrent le domaine Belle-Rivière en un lieu hanté par une tension invisible mais omniprésente. Les esclaves qui y travaillaient avaient compris, avec cet instinct de survie qui s'aiguise dans l'oppression, que leur plantation n'était pas comme les autres. Ils parlaient peu, travaillaient en silence, évitaient de croiser le regard du maître. Certains murmuraient dans les cabanes, la nuit, que Lavoisier n'était pas un homme, mais un démon. D'autres, plus pragmatiques, disaient simplement qu'il était fou, et que la folie des Blancs était toujours plus dangereuse que leur cruauté ordinaire. Céleste, la mère d'Amélie, avait été séparée de sa fille dès l'âge de 5 ans. Lavoisier estimait que l'attachement maternel pourrait compromettre l'expérience en créant des liens émotionnels trop forts. Céleste fut réassignée au champ, où elle travaillait du lever au coucher du soleil. Mais chaque soir, avant de s'endormir sur sa paillasse humide, elle sortait de sa robe un petit cahier qu'elle avait volé dans le bureau de Lavoisier des années auparavant. Alphabétisée avant l'arrivée du docteur, elle avait décidé de documenter tout ce qu'elle voyait, tout ce qu'elle comprenait de l'horreur qui se déroulait autour d'elle. Elle écrivait avec un morceau de charbon, traçant des lettres maladroites mais lisibles sur les pages jaunies. Elle notait les dates des naissances, les noms des parents, les caractéristiques des enfants, les unions forcées, les disparitions. Elle décrivait les visites de Lavoisier dans l'aile est, les cris qu'on entendait parfois, les punitions infligées à ceux qui refusaient d'obéir. C'était un témoignage accablant, rédigé dans l'ombre par une femme qui savait qu'elle risquait la mort si son secret était découvert. Pendant ce temps, Amélie grandissait dans une bulle étrange, un univers où elle était simultanément privilégiée et prisonnière. Elle mangeait à la table de Lavoisier, portait des robes de coton fin, dormait dans une vraie chambre avec un lit. Mais elle n'était jamais libre de ses mouvements. Chaque matin, le médecin la mesurait, taille, poids, circonférence crânienne, longueur des membres. Il observait ses dents, examinait sa peau, notait la moindre modification. Il lui posait des questions étranges. Rêvait-elle en couleur? Préférait-elle le sucré ou le salé? Avait-elle peur du noir? Amélie apprit à répondre mécaniquement, à ne rien révéler de ses véritables pensées. Elle avait compris très jeune que toute émotion qu'elle montrait était documentée, analysée, transformée en données pour le projet du docteur.
Alors, elle se construisit une façade, un masque de docilité parfaite, derrière lequel elle cachait une intelligence féroce et une rage silencieuse. En 1849, alors qu'Amélie avait 8 ans, Lavoisier commença la deuxième phase de son expérience. Il fit venir sur la plantation un jeune homme acheté lors d'une vente à la Nouvelle-Orléans, un esclave nommé Gabriel, âgé de 16 ans, d'une beauté troublante selon les critères de l'époque. Grand, élancé, aux traits fins, à la peau claire avec des reflets dorés, Gabriel avait été vendu par une famille créole ruinée. Lavoisier l'avait repéré immédiatement, avait surenchéri jusqu'à obtenir son acquisition, puis l'avait ramené à Belle-Rivière. Gabriel fut installé dans une cabane près de la maison principale et reçut le même traitement qu'Amélie. Éducation, nourriture correcte, exemption de travaux pénibles. Mais contrairement à la fillette, Gabriel avait connu autre chose avant Belle-Rivière. Il avait grandi dans une famille créole relativement libérale, avait appris le violon, savait lire couramment. L'arrivée dans cette plantation étrange le déstabilisa profondément. Lavoisier lui expliqua son rôle avec une froideur clinique. Gabriel était le père désigné de la 3e génération. Dans quelques années, lorsqu'Amélie atteindrait l'âge approprié, ils seraient unis et devraient concevoir un enfant. Cet enfant, fruit de 2 générations de sélection minutieuse, représenterait l'aboutissement du projet de Lavoisier. La preuve vivante qu'on pouvait, par une sélection contrôlée, créer un être humain d'une beauté et d'une perfection physique absolue. Gabriel, horrifié, tenta de s'enfuir 2 semaines après son arrivée. Il fut rattrapé par les contremaîtres avant d'avoir parcouru 5 kilomètres. Lavoisier ne le fit pas fouetter, contrairement à la pratique habituelle. Au lieu de cela, il l'enferma pendant 3 jours dans une cellule de l'aile est, une pièce minuscule sans fenêtre, dans le noir total. Lorsque Gabriel en ressortit, il ne tenta plus jamais de fuir. Quelque chose en lui s'était brisé. Les années passèrent dans cette atmosphère oppressante. Amélie et Gabriel se croisaient parfois, échangeaient des regards chargés d'une compréhension mutuelle terrible. Ils savaient tous deux ce qui les attendait. Ils savaient qu'ils étaient des instruments dans une expérience qui les dépassait, et ils ne pouvaient rien faire. En 1851, Amélie eut 10 ans. Lavoisier jugea que le moment approchait. Il intensifia ses observations, multiplia les mesures, compara ses résultats aux prédictions établies des années auparavant. Selon ses notes, retrouvées 1 siècle plus tard, Amélie correspondait à 97% de ses attentes. Un succès extraordinaire. Gabriel, de son côté, présentait les caractéristiques génétiques idéales pour la phase suivante. Mais Céleste, enfermée dans son silence et son travail épuisant, continuait d'écrire. Son cahier devenait plus épais, rempli de pages volées, de fragments de papier, de morceaux de tissu sur lesquels elle griffonnait des notes. Elle documentait tout, espérant confusément qu'un jour, quelqu'un découvrirait ses écrits et comprendrait l'horreur qui s'était déroulée à Belle-Rivière. Ce que vous êtes en train d'entendre vous glace-t-il le sang? Mettez un like à cette vidéo et dites-nous en commentaire ce que vous pensez qu'il va arriver à Amélie et Gabriel. Votre engagement nous aide à continuer à révéler ces histoires oubliées. Au début de l'année 1852, une série d'événements vint perturber le plan soigneusement orchestré de Lavoisier. La première fut l'arrivée impromptue d'un visiteur à Belle-Rivière, un fait rare qui mit le médecin dans un état d'agitation inhabituel. Le visiteur était un certain docteur Édouard Fontaine, membre éminent de la Société médicale de Louisiane et professeur à la Nouvelle École de médecine de la Nouvelle-Orléans. Fontaine et Lavoisier entretenaient une correspondance depuis plusieurs années sur des sujets d'anatomie comparée et de théories héréditaires. Mais jamais Fontaine n'avait exprimé le désir de visiter la plantation de son collègue. Cette visite soudaine, annoncée seulement 2 jours à l'avance par un message laconique, cachait quelque chose. Fontaine arriva un matin de mars, dans une élégante calèche tirée par 2 chevaux. C'était un homme dans la 50aine, corpulent, au visage rougeau encadré de favoris grisonnants.
Il salua Lavoisier avec une cordialité de façade, mais ses yeux scrutaient déjà les environs avec une curiosité intense. « Mon cher Armand, dit-il en descendant de voiture, votre réputation de chercheur méticuleux m'intrigue depuis trop longtemps. J'ai pris la liberté de m'inviter pour voir de mes propres yeux cette plantation dont vous parlez avec tant de discrétion. » Lavoisier, habituellement maître de lui-même, sembla hésiter une fraction de seconde avant de répondre. « Édouard, c'est un honneur, bien sûr, mais je crains que ma modeste propriété ne soit guère digne de votre attention. Nous cultivons du coton et un peu de canne. Rien de bien extraordinaire. »« Ah, mais ce n'est pas l'agriculture qui m'intéresse, » répliqua Fontaine avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. « Ce sont vos recherches. Vos communications à la société ont toujours cette qualité particulière, cette précision dans les détails qui suggère des observations directes, prolongées. Je me demandais simplement, quel est votre terrain d'étude exact ? » Ce fut un duel verbal subtil qui se déroula pendant les heures suivantes. Lavoisier fit visiter les parties communes de la plantation, les champs, les cabanes des esclaves, la sucrerie. Fontaine posait des questions apparemment anodines, mais dont Lavoisier percevait le piège. Combien d'esclaves exactement? Depuis quand les aviez-vous acquis? Avez-vous observé des particularités dans leurs caractéristiques physiques? La situation devint plus tendue lorsque Fontaine aperçut Amélie. La fillette traversait la cour près de la maison principale, portant un panier de linge. Elle avait maintenant 11 ans, et sa beauté naissante était déjà frappante. Fontaine s'arrêta net, observant l'enfant avec une attention qui mit Lavoisier mal à l'aise. « Remarquable, » murmura Fontaine. « Cette jeune esclave possède des traits d'une régularité exceptionnelle, presque trop exceptionnelle pour être naturelle. Une simple esclave domestique, » répondit Lavoisier d'un ton qu'il voulait détacher. « Nous avons eu de la chance avec certaines acquisitions. » « De la chance. » Fontaine se tourna vers son hôte, et son sourire avait disparu. « Armand, je vais être direct. Des rumeurs circulent à la Nouvelle-Orléans. Des rumeurs concernant votre plantation, des pratiques inhabituelles. Certains de mes collègues ont entendu parler d'esclaves vendus avec des caractéristiques physiques trop précises pour être le fruit du hasard. Un marchand m'a confié que vous aviez acheté des individus selon des critères très spécifiques, puis que vous les aviez tous emmenés ici. Personne ne les revoit jamais. Les rumeurs sont monnaie courante dans cette ville, » dit Lavoisier, mais sa voix avait perdu de son assurance. « Certes, mais ajoutez à cela vos publications, votre obsession pour l'hérédité et vos connaissances approfondies sur les unions contrôlées. Je me pose des questions, Armand. Que faites-vous vraiment ici ?» Le silence qui suivit fut lourd de menaces. Lavoisier comprit qu'il se trouvait à un carrefour. Soit il niait tout et prenait le risque que Fontaine enquête davantage, soit il jouait une carte plus audacieuse. « Édouard, dit-il finalement, si je vous montrais quelque chose d'extraordinaire, quelque chose qui pourrait révolutionner notre compréhension de l'hérédité humaine, seriez-vous capable de garder le secret? Du moins temporairement, le temps que les résultats soient publiables. » Les yeux de Fontaine s'illuminèrent d'une curiosité avide mêlée de prudence. « Cela dépend de ce que vous avez à me montrer. » Lavoisier le conduisit alors dans l'aile est de la maison, cette partie condamnée où personne n'entrait jamais. Il déverrouilla une porte massive avec une clé qu'il portait toujours autour du cou, et ils pénétrèrent dans un long corridor sombre. Ce que Fontaine découvrit ce jour-là le laissa sans voix. L'aile n'était pas simplement des chambres fermées. C'était un véritable laboratoire médical, équipé d'instruments de mesure, de tables d'examen, de bocaux contenant des spécimens anatomiques, et surtout, de dizaines de cahiers remplis de données. Sur les murs étaient épinglés des tableaux généalogiques complexes, reliant des dizaines d'individus à travers plusieurs générations, avec des annotations en latin et en français. Lavoisier expliqua son projet avec une passion froide qui rendait ses paroles encore plus terrifiantes. Pendant 12 ans, il avait orchestré un programme de sélection humaine contrôlée. Il avait identifié les caractéristiques qu'il jugeait supérieures
avait forcé des unions selon des critères précis, avait documenté chaque étape. Amélie représentait la deuxième génération. Gabriel, le complément génétique idéal. Et bientôt naîtrait la troisième génération, l'aboutissement de tout son travail. « Vous comprenez ?» dit-il à Fontaine qui restait pétrifié. « En 3 générations seulement, j'ai réussi à concentrer des traits spécifiques, à créer des individus dont la beauté dépasse tout ce que la nature produit aléatoirement. Imaginez ce qu'on pourrait accomplir en 5, 6 générations. Nous pourrions créer une race d'êtres humains supérieurs, parfaits, selon des critères que nous définirions nous-mêmes. » Fontaine mit plusieurs minutes à retrouver sa voix. « Armand, ce que vous décrivez c'est de l'élevage humain. Vous traitez ces gens comme du bétail. »« Mais ce sont du bétail légalement, » répliqua Lavoisier avec une logique implacable. « La loi les définit comme propriété. J'utilise ma propriété pour faire avancer la science. Où est le crime ? Le crime est moral, pas légal, » murmura Fontaine, mais sa voix manquait de conviction, car au fond de lui, sous l'horreur, il ressentait aussi cette fascination scientifique perverse que Lavoisier avait anticipée. Les données étaient là, méticuleuses, irréfutables. Les résultats étaient visibles dans la beauté troublante d'Amélie. C'était monstrueux, mais c'était aussi une expérience scientifique d'une ampleur jamais tentée auparavant. « Que comptez-vous faire maintenant ?» demanda Fontaine après un long silence. « Finaliser la 3e génération. D'ici quelques mois, Amélie sera en âge de concevoir. L'enfant qui naîtra sera le chef-d'œuvre. Et ensuite ?» Lavoisier hésita. « Ensuite, je vendrai cet enfant. » « Le vendre, après tout ce travail ? » ?»« Précisément pour prouver la valeur de mon travail. Je le vendrai aux enchères publiques à la Nouvelle-Orléans pour une somme qui établira un record. Ce sera la validation finale, la preuve que j'ai créé quelque chose d'unique, d'inestimable. Et les acheteurs ne sauront jamais comment. Ils croiront à un coup de chance génétique, à un hasard extraordinaire. Mais nous saurons. » Fontaine quitta Belle-Rivière ce soir-là, profondément troublé. Lavoisier l'avait fait jurer le secret au nom de la science, au nom de leur amitié professionnelle. Fontaine avait juré, mais il savait que ce serment lui pèserait. Dans sa calèche qui le ramenait vers la Nouvelle-Orléans, à travers la nuit moite de Louisiane, il se demanda s'il venait de devenir complice de quelque chose d'innommable. Les semaines qui suivirent la visite de Fontaine furent marquées par une accélération des événements. Lavoisier, peut-être conscient que son secret était maintenant partagé et donc vulnérable, décida de précipiter la phase finale de son expérience. En avril 1852, il organisa l'union d'Amélie et Gabriel. La cérémonie fut une parodie sinistre de mariage célébrée dans la chapelle privée de Belle-Rivière avec Lavoisier lui-même officiant. Amélie avait 11 ans. Gabriel en avait 19. Aucun des deux n'avait le choix. Ce qui se passa dans les mois suivants, Céleste l'apprit par fragments, par des confidences murmurées, par ce qu'elle observait de loin. Amélie fut installée dans une chambre spéciale de l'aile Est avec Gabriel. Lavoisier les visitait quotidiennement, supervisait tout, leur donnait des instructions précises. Il voulait s'assurer que la conception se produirait dans les meilleures conditions possibles, selon ses calculs. Amélie devint enceinte en juin. Lavoisier était extatique. Il doubla ses observations, nota chaque modification physique de la jeune fille, ajusta son alimentation, lui fit prendre des toniques de sa composition. Gabriel, lui, sombrait dans une dépression profonde. Il parlait peu, mangeait à peine, passait des heures à regarder par la fenêtre de sa chambre, vers les champs de coton qui s'étendaient à l'infini. Un soir de juillet, il confia à Amélie, dans un murmure à peine audible, « Je suis désolé, pour tout. Je ne voulais pas. »« Ce n'est pas ta faute, » répondit Amélie. Sa voix était devenue étrangement plate, vidée d'émotion. « Rien de tout cela n'est notre faute. Nous sommes juste des pièces dans son jeu. Qu'est-ce qui va arriver au bébé ? Il va le vendre. Il me l'a dit. Il dit que ce sera le plus bel enfant jamais né et qu'il le vendra pour une fortune, pour prouver qu'il avait raison depuis le début. » Gabriel pleura cette nuit-là, silencieusement,
pour ne pas alerter Lavoisier. Amélie ne pleura pas. Elle avait dépassé les larmes depuis longtemps. Pendant ce temps, à la Nouvelle-Orléans, Fontaine était rongé par ce qu'il avait vu. Il ne tenait pas en place, dormait mal, sursautait au moindre bruit. L'horreur de l'expérience de Lavoisier le poursuivait, mais aussi cette fascination scientifique qu'il ne pouvait nier. Les données étaient là. Les résultats étaient indéniables. N'était-ce pas là le propre de la science, repousser les limites de la connaissance, même dans des territoires moralement ambigus? Mais il y avait autre chose qui le troublait. Pendant sa visite à Belle-Rivière, il avait vu dans les yeux d'Amélie quelque chose qui l'avait hanté depuis, une intelligence aiguë, une conscience pleine et entière de ce qui lui était fait. Ce n'était pas une simple esclave docile. C'était une jeune fille qui comprenait parfaitement l'horreur de sa situation et qui, pourtant, continuait à survivre. Cette résilience terrifiante était peut-être plus troublante que l'expérience elle-même. Fin août, Fontaine prit une décision. Il ne pouvait pas dénoncer Lavoisier aux autorités. Légalement, le médecin n'avait rien fait de répréhensible puisque les esclaves étaient sa propriété. Mais il pouvait essayer de saboter le plan final. Si l'enfant n'était jamais vendu publiquement, si le chef-d'œuvre de Lavoisier restait caché, alors l'expérience n'aurait jamais sa validation finale. Il envoya un message codé à Lavoisier, demandant à le voir de toute urgence. Lorsqu'ils se retrouvèrent dans un café discret du Vieux Carré, Fontaine alla droit au but. « Armand, vous ne pouvez pas vendre cet enfant. Les implications sont trop dangereuses. Si quelqu'un découvre la vérité, si l'histoire se répand, personne ne découvrira rien, » l'interrompit Lavoisier avec calme. L'enfant sera vendu comme un esclave ordinaire, certes exceptionnel, mais ordinaire dans ses origines supposées. Personne ne fera le lien. Et si quelqu'un enquête, si on remonte la lignée, les documents seront falsifiés. J'ai déjà tout prévu. L'enfant aura des papiers indiquant une origine différente, une plantation fictive. Les traces seront effacées. Fontaine réalisa qu'il ne pourrait pas dissuader Lavoisier. L'obsession du médecin avait franchi un point de non-retour. Il essaya une autre approche. Et Amélie? Que deviendra-t-elle après l'accouchement? Elle restera à Belle-Rivière. Peut-être qu'elle pourra servir à une future expérience si je décide de poursuivre les recherches. Et si elle parle, si elle raconte ce qui s'est passé? Lavoisier eut un sourire froid. Qui croirait une esclave? Sa parole ne vaut rien légalement. Et puis, elle sait ce qui arrive à ceux qui parlent trop. Ce fut à ce moment que Fontaine comprit qu'il n'y avait plus d'humanité en Lavoisier. L'homme était devenu prisonnier de son expérience, consumé par le besoin de valider ses théories à tout prix. Toute considération morale avait été brûlée dans le feu de son obsession scientifique. Le 20 août 1852, par une nuit étouffante où l'humidité rendait l'air presque palpable, Amélie entra en travail. Lavoisier était à ses côtés, refusant la présence d'une sage-femme, voulant contrôler chaque aspect de cette naissance qu'il avait orchestrée depuis 12 ans. La chambre où se déroulait l'accouchement se trouvait au cœur de l'aile est, cette partie de la maison que personne d'autre que Lavoisier n'avait jamais vue dans son entièreté. Les murs étaient tapissés de tableaux anatomiques, de schémas généalogiques annotés, de mesures compilées sur des années. Une unique lampe à huile projetait des ombres dansantes sur ces documents qui témoignaient de l'obsession d'un homme. Amélie était allongée sur un lit médicalisé que Lavoisier avait fait construire spécialement avec des sangles de cuir aux 4 coins pour immobiliser les patientes récalcitrantes. Mais il n'avait pas eu besoin de les utiliser avec elle. Amélie ne luttait pas. Elle avait dépassé depuis longtemps le stade de la résistance. Son corps accomplissait mécaniquement ce qu'on attendait de lui, tandis que son esprit se retirait dans un lieu que Lavoisier ne pourrait jamais atteindre. Les contractions commencèrent en fin d'après-midi, légères d'abord, puis de plus en plus intenses à mesure que la nuit tombait. Lavoisier avait installé une table d'instruments à côté du lit, forceps, scalpel, compresse, solution désinfectante, tout l'attirail d'un accouchement médicalisé. Il portait un tablier de cuir par-dessus sa chemise blanche, déjà tachée de sang séché d'on ne sait quelles interventions précédentes. Entre chaque contraction,
Il prenait des notes frénétiques dans un cahier à reliure de cuir rouge, différent du carnet noir habituel. Celui-ci était réservé exclusivement à ce moment crucial, l'aboutissement de son œuvre. Il notait la fréquence des contractions, leur intensité apparente, les réactions d'Amélie, la température de la pièce, l'heure exacte de chaque étape. Sa main tremblait légèrement, pas de peur mais d'excitation contenue. Dans la pièce adjacente, séparée par une simple porte de bois, Gabriel arpentait l'espace comme un animal en cage. Il avait entendu les premiers gémissements d'Amélie et s'était précipité vers la porte, tambourinant avec ses poings, hurlant qu'il voulait être avec elle. Lavoisier l'avait fait enfermer par 2 contremaîtres robustes, des hommes à qui il payait des primes généreuses pour leur silence et leur brutalité efficace. « Laissez-moi la voir, c'est mon enfant, je vous en supplie. » Les cris de Gabriel résonnaient à travers les murs épais, désespérés, déchirants. Lavoisier leva les yeux de ses notes, agacé par le bruit. Il se dirigea vers la porte et l'entr'ouvrit légèrement. « Gabriel, calmez-vous, votre agitation ne sert à rien. Amélie a besoin de calme pour l'accouchement. Si vous continuez, je vous ferai administrer du laudanum pour vous endormir. Est-ce ce que vous voulez ? Je veux être avec elle. Vous n'avez pas le droit de me séparer d'elle maintenant. » « Je n'ai pas le droit. » Le ton de Lavoisier devint glacial. « Je possède chaque droit sur vous deux. Légalement, vous n'êtes même pas le père de cet enfant. Vous êtes l'instrument que j'ai choisi pour créer cet enfant. Rien de plus. Maintenant, taisez-vous ou je vous fais emmener aux écuries pour la nuit. » Il referma la porte sur les sanglots étouffés de Gabriel et retourna auprès d'Amélie. Une nouvelle contraction la saisit, plus violente que les précédentes. Elle mordit le morceau de cuir que Lavoisier lui avait donné, ses dents s'enfonçant profondément dans le matériau. Des larmes coulaient silencieusement sur ses tempes, disparaissant dans ses cheveux trempés de sueur. « Très bien, » murmura Lavoisier en palpant son ventre avec des mains expertes. « Le travail progresse normalement. Dans quelques heures, ce sera terminé. » Les heures s'écoulèrent avec une lenteur torturante. Minuit passa, puis 1 heure du matin, puis 2 heures. L'intensité des contractions augmentait, mais la dilatation progressait lentement. Lavoisier commençait à montrer des signes d'impatience. Il consultait sa montre de gousset toutes les 15 minutes, fronçant les sourcils devant la durée de l'accouchement. À 3 heures du matin, quelque chose changea dans l'atmosphère de la pièce. Amélie, qui avait gardé un silence stoïque pendant des heures, commença à respirer plus rapidement, de manière saccadée. Ses yeux, qui fixaient le plafond depuis le début du travail, se tournèrent soudain vers Lavoisier avec une intensité brûlante. « Vous ne gagnerez pas », murmura-t-elle entre 2 contractions, sa voix éraillée par l'effort. Lavoisier s'approcha, intrigué. C'était la première fois qu'Amélie lui parlait de son propre chef depuis des mois. « Que voulez-vous dire ? Vous pensez que vous contrôlez tout, que vous avez créé quelque chose de parfait, mais vous ne comprenez pas ce que vous avez vraiment fait. J'ai créé la vie selon des principes scientifiques. J'ai démontré que l'hérédité peut être contrôlée, dirigée, perfectionnée. C'est ma victoire, Amélie. » Elle eut un rire bref, presque hystérique. « Non, vous avez créé un témoin vivant de votre crime. Cet enfant, peu importe où il ira, il portera en lui la preuve de ce que vous avez fait. Son existence même est une accusation. » Lavoisier fronça les sourcils, mal à l'aise. Il n'avait jamais considéré les choses sous cet angle. Pour lui, l'enfant était une preuve de réussite, pas d'accusation. « Vous délirez à cause de la douleur », dit-il sèchement en retournant à ses instruments. Mais les paroles d'Amélie l'avaient perturbé plus qu'il ne voulait l'admettre. Pour la première fois depuis des années, un doute infime s'insinua dans sa certitude. Et si elle avait raison ? Et si, en créant cet enfant extraordinaire, il avait simultanément créé une preuve impossible à effacer de son expérience ? Il secoua la tête, chassant ses pensées. Non, les documents seraient falsifiés, les traces effacées, les témoins dispersés ou réduits au silence. Personne ne ferait jamais le lien. L'enfant serait vendu comme un prodige de la nature, une chance génétique extraordinaire.
Rien de plus. À 4 heures du matin, les contractions atteignirent leur paroxysme. Amélie ne pouvait plus retenir ses cris. Le cuir qu'elle mordait tomba de sa bouche et ses hurlements de douleur emplirent l'aile est, résonnant à travers les couloirs vides. Dans la pièce adjacente, Gabriel tambourinait de nouveau contre la porte, ses propres cris se mêlant à ceux d'Amélie dans une cacophonie de souffrance. Lavoisier, concentré sur l'accouchement, ignora le vacarme. Il voyait maintenant la tête de l'enfant, couronnant lentement. Ses mains, habituellement si stables lors des interventions chirurgicales, tremblaient légèrement alors qu'il guidait la naissance. « Poussez, Amélie. Encore, c'est presque fini. » Amélie rassembla ses dernières forces, son corps arc-bouté dans un effort ultime. Et soudain, dans un dernier cri qui sembla déchirer la nuit elle-même, l'enfant glissa dans les mains de Lavoisier. Le silence qui suivit fut absolu. Même Gabriel, dans la pièce voisine, s'était tu, comme si toute la maison retenait son souffle. Lavoisier leva l'enfant vers la lampe, le liquide amniotique goûtant de son petit corps. L'enfant ne pleurait pas immédiatement. Pendant quelques secondes terrifiantes, il resta silencieux, les yeux fermés, immobile. Lavoisier, pris de panique pour la première fois depuis le début de l'accouchement, le retourna et lui tapota fermement le dos. « Rien. Non, murmura-t-il. Non, non, non. Pas maintenant. Pas après tout ça. » Il tapota plus fort, presque brutalement. Et enfin, comme répondant à une prière que Lavoisier n'aurait jamais admis avoir formulée, l'enfant prit sa première inspiration et poussa un cri vigoureux, puissant, presque indigné. Lavoisier laissa échapper un rire de soulagement nerveux. Il posa l'enfant sur la table d'instruments le temps de couper le cordon ombilical, puis l'essuya rapidement avec une compresse propre. C'est alors seulement qu'il le regarda vraiment, méthodiquement, avec les yeux du scientifique qu'il était. Et ce qu'il vit le laissa sans voix. L'enfant était d'une beauté qui dépassait tout ce que Lavoisier avait anticipé, même dans ses rêves les plus optimistes. Ses proportions corporelles correspondaient exactement aux ratios idéaux qu'il avait calculés d'après les traités d'anatomie artistique classique. Sa peau possédait cette couleur ambrée, lumineuse, presque translucide, qui captait la lumière de la lampe et semblait l'irradier de l'intérieur. Les traits de son visage, même à quelques minutes de vie, montraient déjà une symétrie troublante. Mais ce qui stupéfia le plus Lavoisier, ce furent les yeux de l'enfant. Lorsque le nouveau-né les ouvrit pour la première fois, quelques minutes après sa naissance, ils révélèrent une couleur extraordinaire. Un mélange de vert et d'or, avec des éclats ambrés près de la pupille. Des yeux qui semblaient trop conscients, trop alertes pour un nouveau-né. Lavoisier resta immobile plusieurs secondes, tenant l'enfant, contemplant ce qui était simultanément son triomphe scientifique, et il commençait à le réaliser, peut-être son plus grand péché, car en regardant ses yeux impossibles, il comprit ce qu'Amélie avait voulu dire. Cet enfant serait toujours une anomalie, toujours une question sans réponse pour ceux qui le verraient. Sa beauté même deviendrait une énigme que certains chercheraient à résoudre. Il secoua cette pensée et se tourna vers ses instruments de mesure. Pendant l'heure qui suivit, il mesura méticuleusement chaque aspect du nouveau-né. Circonférence crânienne, longueur des membres, largeur des épaules, distance entre les yeux, proportion du nez par rapport au reste du visage. Il nota tout dans son cahier rouge, ses mains retrouvant leur assurance, sa formation scientifique reprenant le dessus sur ses doutes momentanés. Amélie, épuisée, observait la scène avec des yeux vitreux. Elle avait demandé plusieurs fois à tenir son enfant, mais Lavoisier l'ignorait, absorbé par ses mesures. Ce n'est qu'après avoir tout documenté, après avoir pris plusieurs échantillons de sang du cordon ombilical pour de futures analyses, qu'il accepta finalement de poser l'enfant dans les bras de sa mère. Amélie reçut son fils avec une tendresse désespérée. Elle le regarda intensément, comme si elle voulait mémoriser chaque détail de son visage en ces quelques instants qu'on lui accordait. Des larmes coulaient librement maintenant, pas de douleur physique mais d'une souffrance bien plus profonde. « Il est beau », murmura-t-elle, « si beau que ça en est effrayant. »
Oui, répondit Lavoisier avec une satisfaction évidente. Il est parfait, exactement comme je l'avais prévu. Comment allez-vous l'appeler? Peu importe, le nouveau propriétaire lui donnera le nom qu'il voudra. Vous avez 10 minutes avec lui, puis je dois le confier à la nourrice. Amélie serra l'enfant contre elle, sentant son petit cœur battre contre sa poitrine. Elle lui chantonna une berceuse que sa propre mère lui chantait autrefois, avant que tout soit détruit, avant Lavoisier, avant cette plantation maudite. Sa voix, brisée par l'épuisement et le chagrin, tremblait sur chaque note. L'enfant sembla se calmer à ce chant, ses yeux étranges fixant le visage de sa mère avec une intensité troublante pour un nouveau-né. Pendant ces 10 minutes volées, Amélie et son fils existèrent dans une bulle fragile, séparés temporairement de l'horreur qui les entourait. Puis Lavoisier s'approcha et tendit les bras. « C'est suffisant. Je dois m'assurer qu'il se porte bien. »« Non, » murmura Amélie, serrant l'enfant plus fort. « Encore un peu, s'il vous plaît. » Amélie, ne rendez pas les choses plus difficiles qu'elles ne le sont. « Plus difficiles ?» Sa voix monta soudain, chargée d'une rage contenue pendant des années. « Vous m'avez volé mon enfance. Vous m'avez créé comme on crée un outil. Vous m'avez forcé à mettre au monde un enfant que vous allez vendre. Et vous me dites de ne pas rendre les choses difficiles ?» Lavoisier recula d'un pas, surpris par cette explosion soudaine. Amélie, toujours si docile, si contrôlée, venait de briser son masque de soumission. « Rendez-le-moi », dit-il d'une voix dure. « Immédiatement. » « Que lui arrivera-t-il? Dites-moi au moins ça. Qui va l'acheter? Où ira-t-il? Le reverrai-je jamais? Non, vous ne le reverrez pas. C'est mieux ainsi. Les attachements compliquent tout. Quant à qui l'achètera, cela dépendra des enchères. Probablement une famille riche qui veut un ornement pour ses salons. Il aura une vie confortable, bien meilleure que celle de la plupart des esclaves. Une vie confortable dans une cage dorée, cracha Amélie. Vous ne lui avez pas donné la vie. Vous lui avez donné une prison. Ces paroles frappèrent Lavoisier plus durement qu'il ne voulait l'admettre. Il s'approcha du lit, arracha l'enfant des bras d'Amélie malgré ses protestations, et quitta rapidement la pièce. Dans le couloir, il tomba face à face avec Gabriel que les contremaîtres retenaient à peine. Le jeune homme, les yeux rougis, le visage ravagé par une nuit d'angoisse, vit l'enfant dans les bras de Lavoisier et tendit les mains vers lui. « Laissez-moi le voir. Juste le voir. » Lavoisier hésita. Il y avait quelque chose dans l'expression de Gabriel, une détresse si profonde qu'elle perça momentanément l'armure d'indifférence du médecin. Il s'approcha, tenant l'enfant de manière à ce que Gabriel puisse le voir sans le toucher. Gabriel contempla le nouveau-né et quelque chose se brisa définitivement en lui. On voyait dans ce petit visage des échos de ses propres traits, mélangés à ceux d'Amélie, créant une harmonie que la nature seule n'aurait probablement jamais produite. C'était son fils biologiquement, mais il n'aurait jamais l'opportunité d'être son père. « Comment va Amélie ?» demanda-t-il d'une voix étranglée. « Elle survivra. L'accouchement s'est bien passé médicalement. Je veux la voir. Plus tard. Elle a besoin de repos maintenant. » Lavoisier fit un signe aux contremaîtres qui entraînèrent Anne Gabriel, toujours protestant, vers sa chambre. Le médecin continua son chemin vers l'extrémité de l'aile est, où une petite pièce avait été aménagée pour la nourrice. La femme qui attendait là, une esclave dans la trentaine nommée Marie, avait récemment perdu son propre enfant d'une fièvre. Lavoisier l'avait choisie précisément pour cela. Son lait était abondant et son chagrin la rendrait docile. Il lui remit le nouveau-né avec des instructions précises sur l'alimentation, les soins et surtout le silence absolu. « Personne ne doit savoir que cet enfant est né ici », dit-il d'un ton qui n'admettait aucune contestation. « Si quelqu'un pose des questions, vous ne savez rien. Vous avez compris ?» Marie hocha la tête, terrorisée, et prit l'enfant avec des gestes délicats. Le bébé, comme s'il sentait le changement, commença à pleurer doucement. Lavoisier quitta la pièce et se dirigea vers son bureau privé. Il était épuisé, mais son travail n'était pas terminé. Il passa les heures suivantes à préparer méticuleusement la suite de son plan. D'abord, il falsifiait les documents d'origine de l'enfant. Il créa une fausse lignée généalogique,
situant la naissance dans une plantation inexistante de la paroisse Saint James. Il inventa des noms pour les parents supposés, s'assurant qu'ils soient suffisamment communs pour être intraçables, mais suffisamment plausibles pour ne pas éveiller de soupçons. Il data les documents de quelques semaines plus tôt, pour expliquer que l'enfant avait déjà quelques jours lors de la vente. Ensuite, il rédigea une lettre pour la maison de vente Bourdelle, annonçant qu'il avait acquis un spécimen exceptionnel qu'il souhaitait mettre aux enchères. Il décrivait l'enfant en termes qui piqueraient la curiosité sans révéler trop de détails. Il suggérait une vente spéciale, organisée rapidement, pour capitaliser sur l'unicité du moment. Enfin, il fit quelque chose qu'il n'avait jamais envisagé de faire auparavant. Il commença à détruire ses notes. Le cahier rouge de l'accouchement, il le conserverait temporairement pour compiler ses données finales. Mais tous les autres documents, tous les tableaux généalogiques épinglés au mur, tous les cahiers accumulés sur 12 ans, il les rassembla méthodiquement. Il alluma un feu dans la grande cheminée de son bureau et commença à brûler page après page. C'était un sacrifice douloureux. Ces notes représentaient des années de travail, d'observations méticuleuses, de calculs précis. Mais elles représentaient aussi la preuve irréfutable de ce qu'il avait fait. Et cette preuve devait disparaître. Alors que les flammes consumaient son œuvre, Lavoisier se permit un moment de mélancolie. Il avait réussi son expérience. Il avait prouvé sa théorie. Mais personne, jamais, ne saurait vraiment ce qu'il avait accompli. L'histoire ne retiendrait pas son nom comme celui d'un pionnier de la génétique. Il resterait un médecin respectable mais obscur de Louisiane, mort sans avoir publié sa découverte majeure. Mais peut-être était-ce le prix à payer. La science avait parfois des coûts que même les scientifiques n'étaient pas prêts à assumer publiquement. Au lever du soleil, alors que les dernières pages se transformaient en cendres, Lavoisier entendit frapper à sa porte. C'était un de ses contremaîtres, l'air inquiet. « Docteur, il y a un problème. L'esclave Céleste, la mère d'Amélie, elle est introuvable. Personne ne l'a vue depuis hier soir. » Lavoisier sentit son sang se glacer. Céleste. Il l'avait presque oubliée dans les événements de la nuit. La femme qui avait trop vu, trop compris. Fouillez la plantation. Chaque cabane, chaque dépendance, chaque coin. Trouvez-la. Mais au fond de lui, Lavoisier savait déjà ce qui s'était passé. Céleste s'était échappée, probablement pendant que toute l'attention était concentrée sur l'accouchement. Et si elle avait emporté ce cahier dont Gabriel avait parlé, si elle avait réussi à le faire sortir de la plantation, il passa la journée dans une anxiété croissante, tandis que ses hommes fouillaient en vain. Céleste avait disparu sans laisser de traces. Les chiens ne trouvèrent aucune piste, c'était comme si elle s'était évaporée. Ce n'est qu'en fin d'après-midi qu'un des esclaves, sous la menace de punition, admit à contre-cœur qu'il avait vu Céleste la veille au soir, parlant avec un esclave itinérant qui passait parfois par la plantation pour vendre des herbes médicinales. Cet homme avait des connexions avec les réseaux clandestins du Sud, les routes secrètes qu'utilisaient les esclaves fugitifs. Lavoisier comprit alors. Céleste n'avait pas fui pour elle-même. Elle avait profité du chaos de l'accouchement pour faire sortir quelque chose de la plantation. Quelque chose qui pourrait, un jour, témoigner de ce qui s'était passé ici. Il envoya immédiatement des hommes dans toutes les directions, offrant des récompenses pour toute information sur Céleste. Mais il savait que c'était probablement trop tard. Si elle avait vraiment réussi à contacter le réseau clandestin, elle était déjà loin ou cachée dans un endroit où il ne pourrait jamais la retrouver. Cette nuit-là, incapable de dormir, Lavoisier prit une décision. Il ne pouvait pas attendre. Il devait vendre l'enfant immédiatement, avant que quoi que ce soit d'autre ne puisse mal tourner. Il rédigea un message urgent pour la maison Bourdelle, leur annonçant qu'il arriverait dans 2 jours avec un spécimen exceptionnel pour une vente immédiate. Le lendemain matin, il fit venir Amélie et Gabriel dans son bureau. Ils se tenaient devant lui, épuisés, brisés, mais avec encore une lueur de défi dans les yeux. « Je vais vous séparer », annonça-t-il sans préambule. « Amélie, vous serez vendue à une plantation de la paroisse Ascension. Gabriel, vous irez dans le comté de Lafayette. Vous ne vous reverrez jamais. C'est mieux ainsi. »« Où est notre enfant ?» demanda Amélie, sa voix tremblante mais déterminée.
Ce n'est pas votre enfant. C'est le mien, légalement et scientifiquement. Et il sera vendu à la Nouvelle-Orléans dans 3 jours. Gabriel fit un pas en avant, les poings serrés. Vous ne pouvez pas faire ça. Vous ne pouvez pas détruire des vies comme ça et prétendre que c'est de la science. Je peux faire exactement ce que je veux. La loi me donne ce droit. Et l'histoire me donnera raison. Lavoisier marqua une pause, puis ajouta avec une cruauté calculée. Vous voulez savoir le plus ironique? Dans 100 ans, peut-être 200, les gens feront exactement ce que j'ai fait. Ils appelleront ça autrement, peut-être, mais ils le feront. Parce qu'une fois qu'on comprend qu'on peut contrôler l'hérédité, on ne peut plus faire semblant de ne pas savoir. J'ai juste eu le courage d'être le premier. Amélie le regarda avec une expression qui mêlait le dégoût et quelque chose qui ressemblait presque à de la pitié. Vous pensez que vous êtes courageux. Vous êtes juste un homme terrifié par sa propre insignifiance. Vous pensiez que créer un bel enfant vous rendrait important. Mais tout ce que vous avez créé, c'est de la souffrance. Et c'est tout ce dont on se souviendra. Ces paroles restèrent suspendues dans l'air lourd du bureau. Lavoisier voulut répondre, chercha les mots pour défendre son œuvre, pour justifier 12 années de travail. Mais pour la première fois, aucune explication scientifique ne lui vint. Face à ces 2 jeunes gens qu'il avait détruits, toute sa rhétorique sonnait soudain creux. Il fit un geste brusque vers la porte. « Sortez, et préparez-vous au départ. Vous quittez Belle-Rivière demain. » Après leur départ, Lavoisier resta seul dans son bureau, entouré des cendres de ses notes et du poids de ce qu'il avait accompli. Pour la première fois depuis le début de son expérience, il se demanda s'il n'avait pas franchi une ligne qui n'aurait jamais dû être franchie. Mais il était trop tard pour les regrets. La machine qu'il avait mise en mouvement continuerait son cours jusqu'au bout. Le 23 août 1852, 3 jours après la naissance, Lavoisier arriva à la Nouvelle-Orléans dans une calèche fermée, tenant contre lui un panier d'osier doublé de soie blanche. À l'intérieur, enveloppé dans des couvertures fines, dormait l'enfant. Le trajet depuis Belle-Rivière avait été pénible. La chaleur étouffante d'août, la poussière des routes, les cahots de la voiture sur les chemins mal entretenus. Lavoisier avait voyagé avec Marie, la nourrice, qui devait nourrir l'enfant pendant le trajet. Il l'avait installé dans une auberge discrète près du port, avec l'ordre strict de ne parler à personne et de rester dans sa chambre jusqu'à ce qu'il revienne la chercher. La maison de vente Bourdelle se dressait sur Chartres Street, dans le vieux carré, un bâtiment imposant de briques rouges avec des colonnes blanches. Auguste Bourdelle lui-même accueillit Lavoisier dans son bureau privé au 1er étage, où les fenêtres donnaient sur la cour intérieure où se tenaient les enchères. « Docteur Lavoisier » dit Bourdelle en serrant la main du médecin. « Votre message m'a beaucoup intrigué. Vous parlez d'un spécimen exceptionnel, mais vous restez bien mystérieux sur les détails. » Lavoisier posa délicatement le panier sur le bureau de Bourdelle et souleva les couvertures. Le commissaire-priseur se pencha pour regarder, et son expression passa de la curiosité à l'émerveillement. « Mon Dieu !» murmura-t-il. « C'est extraordinaire. Je n'ai jamais vu un nouveau-né avec de tels traits. D'où vient-il » ? « Cela doit rester confidentiel, » répondit Lavoisier en tendant les documents falsifiés. « Tout ce que vous devez savoir est là. Origine créole probable, naissance récente, santé parfaite. Le reste n'a pas d'importance. » Bourdelle parcourut les papiers avec l'œil expert d'un homme qui avait traité des milliers de transactions similaires. Quelque chose dans ces documents le dérangeait, une qualité trop soignée, trop précise, mais la beauté extraordinaire de l'enfant chassait ses doutes. Un spécimen pareil pouvait atteindre des sommes astronomiques. Quand voulez-vous organiser la vente ? Aujourd'hui même, si possible. Je sais que c'est inhabituel, mais j'ai mes raisons. Bourdelle réfléchit un moment. Une vente organisée si rapidement ne permettrait pas de maximiser la publicité, mais l'extraordinaire qualité du spécimen pourrait compenser. Et puis, le mystère entourant cette vente précipitée attirerait les curieux et les collectionneurs. Très bien. Je peux organiser une vente spéciale cet après-midi, disons à 3 heures.
Cela vous laisse le temps de vous reposer et me donne quelques heures pour faire passer le mot parmi mes clients réguliers. Mais je prends une commission de 20%, étant donné les circonstances exceptionnelles. Accordé. Les heures suivantes furent une frénésie d'activité. Bourdelle envoya des messagers dans toute la ville, informant ses clients les plus fortunés qu'une vente exceptionnelle aurait lieu. Le bouche à oreille fit le reste. À 2 heures de l'après-midi, une foule inhabituellement importante commençait déjà à se rassembler devant la maison de vente. Lavoisier, de retour à l'auberge, préparait l'enfant pour la présentation. Il l'avait habillé d'une simple tunique de lin blanc immaculé qu'il avait fait confectionner spécialement. Pas de fioritures, pas de décoration. La beauté de l'enfant devait parler d'elle-même, sans artifice. Marie, la nourrice, regardait le médecin préparer le bébé avec des yeux emplis de larmes silencieuses. Elle avait passé ces 3 jours à s'occuper de cet enfant, et malgré elle, un attachement s'était formé. Cet enfant lui rappelait celui qu'elle avait perdu, et elle savait qu'après aujourd'hui, elle ne le reverrait jamais. « Docteur, osa-t-elle murmurer, est-ce qu'il aura une bonne vie ?» Lavoisier ne répondit pas immédiatement. Il termina d'ajuster la tunique, vérifia que l'enfant était propre et présentable. Puis il dit, presque pour lui-même, « Il aura la vie que son apparence lui permettra d'avoir, ni pire ni meilleure. » À 3 heures précises, le parvis de la maison Bourdelle était bondé. Des planteurs en costume de lin blanc, des familles créoles en tenues élégantes, malgré la chaleur, des marchands, des curieux. L'air était épais, saturé d'humidité et d'anticipation. Des esclaves tenaient des parasols au-dessus de leurs maîtres pour les protéger du soleil implacable. Dans la foule, presque invisible, se tenait le docteur Fontaine. Il avait reçu un message anonyme le matin même, rédigé d'une écriture maladroite qu'il ne reconnaissait pas. Aujourd'hui, vous verrez le résultat de ce que vous avez laissé se produire. Maison Bourdelle, 3 heures, venez témoigner. Le message n'était pas signé, mais Fontaine avait immédiatement compris qu'il concernait Lavoisier. Il était venu poussé par un mélange de curiosité morbide, de culpabilité et d'horreur anticipée. Il savait ce qu'il allait voir, et cette connaissance le rendait complice. Mais il ne pouvait pas rester chez lui, ignorant le dénouement de l'expérience dont il avait découvert l'existence. Auguste Bourdelle monta sur l'estrade de vente, une plateforme surélevée d'environ 1 mètre, qui permettait à toute la foule de voir la marchandise présentée. Il leva les mains pour réclamer le silence, et la foule s'apaisa progressivement. « Mesdames et messieurs », commença-t-il de sa voix de stentor habitué à dominer les enchères, nous avons aujourd'hui quelque chose de tout à fait extraordinaire. Un spécimen qui, j'en suis convaincu, établira un nouveau standard dans notre profession. Il fit un geste, et Lavoisier s'avança, tenant le panier d'osier. Le médecin monta sur l'estrade et se tint à côté de Bourdelle, le visage impassible, mais les mains légèrement tremblantes. Bourdelle prit le panier et en sortit l'enfant avec des gestes théâtraux. Un murmure parcourut la foule lorsque l'enfant fut visible. Même à cette distance, même sous la lumière impitoyable du soleil d'août, la beauté du nouveau-né était évidente. Voici un enfant mâle, né il y a quelques jours à peine, continua Bourdelle. Observez les proportions harmonieuses, la qualité de la peau, la symétrie des traits. Cet enfant possède une beauté que je n'ai vue qu'une seule fois dans ma carrière de 30 ans, comme commissaire-priseur. Il fit tourner doucement l'enfant pour que toute la foule puisse le voir. L'enfant, remarquablement calme malgré la chaleur et le bruit, ouvrit les yeux à ce moment précis. Ses yeux extraordinaires, verts et or, captèrent la lumière et semblèrent briller. Un nouveau murmure, plus intense cette fois, parcourut l'assemblée. Plusieurs femmes portèrent leurs mains à leur bouche. Même les hommes les plus endurcis, habitués à évaluer les esclaves comme du bétail, semblaient troublés par ce qu'ils voyaient. « Mesdames et messieurs, » reprit Bourdelle, sentant l'excitation de la foule, « je propose de commencer les enchères à 1000 $. Un silence choqué suivit cette annonce. 1000 $ pour un nouveau-né était une somme absurde. Un esclave adulte, robuste, entraîné, se vendait rarement plus de 1500 $.
Demander 1000 pour un nourrisson était de la folie. Mais alors, une voix s'éleva du fond de la foule. 1200. Les têtes se tournèrent. C'était un planteur du Mississippi, connu pour sa fortune colossale et ses acquisitions excentriques. Il collectionnait les esclaves d'apparence exceptionnelle, comme d'autres collectionnaient les œuvres d'art. 1500. Une femme cette fois, une veuve créole richement vêtue, Madame Hélène Deschamps. Elle avait la réputation d'organiser les soirées les plus courues de la Nouvelle-Orléans et de posséder les esclaves domestiques les plus beaux de la ville. Les enchères s'enchaînèrent alors avec une rapidité qui stupéfia même Bourdelle. 2000 $, 3000, 4000. La foule murmurait avec excitation et scandalisée. C'était de la folie collective, une fièvre d'acquisition qui transformait l'enfant en trophée ultime. Lavoisier, sur l'estrade, observait la scène avec des émotions contradictoires. C'était exactement ce qu'il avait voulu, la validation suprême de son expérience, la preuve que son travail avait créé quelque chose d'une valeur inestimable. Mais simultanément, il ressentait un malaise croissant. Ces gens ne voyaient pas un enfant. Ils voyaient un objet, une curiosité, un ornement vivant. Exactement ce qu'Amélie avait dit. Une prison dorée. À 5000 $, seuls 4 acheteurs restaient en lice. À 6000, il n'était plus que 2. Le planteur du Mississippi et Madame Deschamps. 7000 $, cria le planteur, sa voix trahissant une détermination féroce. Madame Deschamps hésita. C'était une somme astronomique, plus que ce qu'elle avait jamais dépensé pour un seul esclave. Mais elle regarda de nouveau l'enfant. Ses yeux impossibles, cette beauté qui défiait toute logique, et elle prit sa décision. 8000 $. Le planteur, visible bouleversé, ouvrit la bouche pour surenchérir, puis la referma. Même pour lui, 8000 $ pour un nouveau-né dépassait les limites de la raison. Il secoua la tête et se retira de la compétition. 8000 $, une fois, clama Bourdelle, sa voix vibrante d'excitation. 8000 $, 2 fois. Il leva son marteau, prêt à conclure la vente. Dans la foule, Fontaine ferma les yeux, incapable de regarder ce moment final. Quelque part dans cette ville, pensait-il, Amélie et Gabriel existaient encore, ignorant peut-être que leur enfant était en train d'être vendu pour une fortune qui aurait pu acheter une petite plantation. Vendu 8700 $ à Madame Hélène Deschamps. Le marteau s'abattit avec un bruit sec qui résonna dans le silence soudain. La foule applaudit, certains avec enthousiasme, d'autres avec un malaise visible. C'était un record absolu, un moment historique dans l'histoire du commerce des esclaves à la Nouvelle-Orléans. Madame Deschamps s'avança pour prendre l'enfant, accompagnée de son notaire qui commençait déjà à préparer les papiers de transaction. Bourdelle lui remit le nouveau-né avec une révérence exagérée, comme s'il s'agissait d'un prince royal. « Comment allez-vous l'appeler, madame ?» demanda quelqu'un dans la foule. La veuve regarda l'enfant dans ses bras, ses yeux verts et or fixant son nouveau visage avec cette intensité troublante. « Aurélien, dit-elle après un moment de réflexion. Il s'appellera Aurélien, un nom doré pour un enfant qui brille comme l'or. La foule approuva ce choix, trouvant le nom approprié. Les formalités furent rapidement complétées. Madame Deschamps paya la somme en plusieurs traites bancaires, récupéra les documents falsifiés attestant de l'origine de l'enfant, et repartit dans sa calèche luxueuse avec son acquisition extraordinaire. Lavoisier, de son côté, empochait la plus grosse somme qu'il ait jamais reçue en une seule transaction. Moins la commission de Bourdelle, il repartait avec près de 7000 $, une fortune considérable. Mais alors qu'il regardait la calèche de Madame Deschamps disparaître dans les rues étroites du vieux carré, il ressentit un vide étrange. C'était terminé. 12 années de travail, de planification méticuleuse, d'observations obsessionnelles aboutissaient à ce moment. L'enfant était parti, vendu au plus offrant, et personne ne saurait jamais la vérité de ses origines. Les documents étaient falsifiés, les témoins dispersés, les notes détruites. L'expérience était complète et simultanément effacée de l'histoire.
Fontaine s'approcha de Lavoisier alors que ce dernier descendait de l'estrade. « Armand, nous devons parler, maintenant. » Ils se retirèrent dans un café discret à quelques rues de là, un établissement où les créoles aisés venaient boire du café et discuter affaires. Ils s'installèrent dans un coin isolé, loin des oreilles indiscrètes. « J'ai reçu un document ce matin », commença Fontaine sans préambule. « Un cahier, écrit par une femme nommée Céleste. Elle décrit en détail tout ce que vous avez fait pendant 12 ans. » Lavoisier pâlit légèrement, mais garda son calme. « Où est ce cahier maintenant ? En sécurité et des copies ont été faites. » C'était toujours un mensonge. Fontaine n'avait fait aucune copie, terrifié à l'idée de ce que ce document représentait. Mais il fallait que Lavoisier croie qu'il ne pouvait pas simplement éliminer la preuve. « Édouard, réfléchissez bien à ce que vous êtes en train de faire. Si vous révélez ce document, vous vous impliquez vous-même. Vous êtes venu à ma plantation. Vous avez vu mon laboratoire. Vous savez ce que je faisais. Votre silence vous rend complice. »« Je sais, » répondit Fontaine, sa voix chargée d'amertume. « Croyez-moi, je sais. C'est ce qui me ronge depuis des mois. Mais je ne peux pas laisser cela se poursuivre. » « Se poursuivre ? Mais c'est déjà terminé. L'enfant est vendu. L'expérience est complète. Je ne compte pas recommencer. Que voulez-vous de plus ? Je veux que vous libériez Amélie et Gabriel, que vous leur donniez les papiers d'affranchissement. C'est le minimum que vous puissiez faire. » Lavoisier rit amèrement. « Les libérer ? Pour qu'ils racontent leur histoire, pour qu'ils recherchent l'enfant. Vous êtes naïf, Édouard. Alors vendez-les à des plantations lointaines, différentes, où ils ne pourront jamais se retrouver. Mais donnez-leur au moins la vie. Ils ont assez souffert. » Les deux hommes se fixèrent longuement. Finalement, Lavoisier soupira. « Très bien, je les vendrai. Des plantations différentes, comme vous dites. Gabriel ira dans le nord de la Louisiane, Amélie dans le sud. Ils ne se reverront jamais, et ils n'approcheront jamais de la Nouvelle-Orléans. Satisfait? Et le cahier? Qu'allez-vous en faire? Gardez-le, cachez-le, faites-en ce que vous voulez. Mais souvenez-vous, sans les documents originaux que j'ai détruits, sans preuves tangibles, ce n'est que la parole d'une esclave. Personne ne la croira contre moi. Peut-être, mais un jour, peut-être dans 100 ans, peut-être plus, quelqu'un trouvera ce cahier, et ils comprendront ce qui s'est vraiment passé ici. » Lavoisier se leva pour partir, puis se retourna une dernière fois vers Fontaine. « Vous savez ce qui est ironique, Édouard. J'avais raison. Mon expérience a fonctionné. J'ai prouvé qu'on peut contrôler l'hérédité, créer des caractéristiques spécifiques par sélection. C'est une vérité scientifique, peu importe les moyens que j'ai utilisés pour la démontrer. Et un jour, quand l'humanité sera prête, on reprendra ses recherches. Peut-être avec plus d'éthique, peut-être pas. Mais on les reprendra, parce que maintenant on sait que c'est possible. » Il quitta le café, laissant Fontaine seul avec le cahier de Céleste et le poids écrasant de la complicité. Les semaines qui suivirent virent la dispersion finale des témoins de l'expérience de Lavoisier. Amélie fut vendue à une plantation de la paroisse Terrebonne, près des bayous du sud de la Louisiane. Elle y vécut pendant 17 ans, ne parlant jamais de son passé, travaillant silencieusement dans les champs de canne à sucre. Elle mourut en 1869 à l'âge de 28 ans d'une infection pulmonaire. Dans ses affaires, on ne trouva rien qui puisse indiquer l'horreur qu'elle avait vécue à Belle-Rivière. Gabriel fut envoyé dans une plantation près de Shreveport, dans le nord-ouest de la Louisiane. Il tenta de s'échapper 3 fois, fut rattrapé à chaque fois, battu sévèrement. La 3e tentative lui coûta 2 doigts de la main gauche, coupés comme punition exemplaire. Il survécut jusqu'à la guerre civile, fut libéré par les troupes de l'Union en 1863 et disparut ensuite des registres historiques. Personne ne sait ce qu'il devint après la guerre. Céleste, elle, ne fut jamais retrouvée. Les recherches de Lavoisier s'essoufflèrent après quelques mois. Soit elle était morte, cachée quelque part dans les marais impénétrables de Louisiane, soit elle avait réussi l'impossible, s'échapper vers le nord par les réseaux clandestins. Le réseau du chemin de fer clandestin était actif dans la région, et il était possible, bien qu'improbable, qu'elle ait atteint la liberté. Son cahier, en tout cas, avait survécu,
transmis de main en main jusqu'à finalement atteindre Fontaine. Lavoisier retourna à Belle-Rivière et y vécut presque reclus pendant les 16 années qui lui restaient. Il ne tenta jamais de répéter son expérience, comme s'il avait atteint une limite qu'il ne voulait ou ne pouvait plus franchir. Il rédigea quelques articles médicaux sur des sujets sans rapport, assista sporadiquement aux réunions de la Société médicale de Louisiane, mais son travail perdit progressivement son éclat. Il devint une figure oubliée, un médecin provincial sans distinction particulière. Quand la guerre civile éclata en 1861, sa plantation fut pillée par les troupes de l'Union. L'aile de sa maison, celle qui avait abrité son laboratoire secret, fut incendiée. Lavoisier assista à la destruction de tout ce qui restait de son travail avec une indifférence troublante, comme si cette purification par le feu était appropriée. Il mourut le 15 mars 1868, seul dans sa maison en ruine. Son corps fut découvert 3 jours plus tard par un ancien esclave qui était resté travailler comme métayer sur ce qui restait de la plantation. Dans sa main droite, il serrait encore le cahier rouge de l'accouchement, le seul document qu'il avait conservé, celui qu'il n'avait jamais pu se résoudre à détruire. Ce cahier disparut dans les semaines qui suivirent, probablement volé par quelqu'un qui espérait y trouver des informations sur un trésor caché ou des titres de propriété. Il ne fut jamais retrouvé, ne laissant comme trace de l'expérience de Lavoisier que le témoignage de Céleste, conservé précieusement par Fontaine. Quant à Aurélien, l'enfant vendu pour $8 700, il grandit dans la demeure luxueuse de Madame Deschamps comme un ornement vivant. La veuve le traitait avec une tendresse étrange. À mi-chemin entre l'affection qu'on porte à un animal de compagnie favori et l'admiration qu'on réserve à une œuvre d'art précieuse, il apprit le français, le piano, la poésie. Il était exhibé lors des réceptions, où les invités s'extasiaient devant sa beauté qui, loin de s'atténuer avec l'âge, ne faisait que s'intensifier. Mais Aurélien grandissait avec la conscience aiguë qu'il n'était pas une personne. Il était une possession, une curiosité, un spécimen exceptionnel. Madame Deschamps lui rappelait régulièrement combien elle avait payé pour lui, comme si ce prix définissait sa valeur et son identité. En 1860, Madame Deschamps mourut subitement d'une attaque. Dans son testament, elle ne mentionnait pas Aurélien. Il avait alors 8 ans, et selon la loi, il faisait partie de la succession, devait être vendu avec le reste de la propriété. Mais dans le chaos qui suivit le décès, alors que les héritiers se disputaient la fortune, Aurélien disparut. Les registres d'esclaves de la période sont incomplets, rendus encore plus fragmentaires par la guerre qui approchait. Fut-il vendu discrètement à un nouvel acheteur? S'échappa-t-il en profitant de la confusion? Mourut-il jeune d'une maladie qui n'impressionna personne précisément parce qu'il n'avait plus de propriétaire attentif? L'histoire ne le dit pas. La dernière mention vérifiable d'Aurélien dans les archives date de septembre 1860, un inventaire de succession qui le décrit simplement comme un esclave mâle, environ 8 ans, d'apparence exceptionnelle, valeur estimée. $6 000. Après cela, le silence. Le cahier de Céleste, lui, connut un sort différent. Fontaine le garda jusqu'à sa mort en 1874. Dans ses dernières volontés, il légua tous ses papiers personnels à la Société médicale de Louisiane, avec une note manuscrite demandant que certains documents sensibles soient conservés sans être rendus publics pendant au moins 50 ans. Le cahier fut donc archivé, oublié, mélangé à des centaines d'autres documents dans les sous-sols de la Société. Il y resta, intact, pendant près d'1 siècle, survivant à la reconstruction, aux inondations, aux réorganisations administratives. Ce ne fut qu'en 1973 qu'un historien nommé Thomas Beaumont, spécialisé dans l'histoire médicale du Sud, tomba sur le cahier lors d'un inventaire général des archives. Il faillit le jeter, le prenant d'abord pour un journal personnel sans intérêt. Mais en commençant à le lire, il réalisa qu'il tenait quelque chose d'extraordinaire et de terrifiant. Beaumont passa 3 ans à vérifier autant de détails que possible. Il retrouva les registres de vente de la maison Bourdelle, confirmant la transaction du 23 août 1852.
Il localisa des mentions de Lavoisier dans les archives de la Société médicale. Il découvrit des traces fragmentaires de l'existence de belles rivières. Chaque élément qu'il pouvait vérifier correspondait au récit de Céleste. En 1976, il publia un article académique intitulé « Le cahier de Céleste, un témoignage d'expérimentation humaine dans la Louisiane d'avant-guerre ». L'article déclencha un débat passionné. Certains historiens acceptèrent le document comme authentique, un témoignage rare de l'horreur particulière de l'esclavage lorsqu'elle se mêlait à l'obsession scientifique. D'autres le rejetèrent comme une possible fabrication ou, au minimum, un récit exagéré, déformé par les émotions et la mémoire. Le débat n'est toujours pas résolu aujourd'hui. Le cahier existe, conservé sous verre dans les archives de l'université Tulane à la Nouvelle-Orléans. Les dates correspondent, les noms apparaissent dans divers registres fragmentaires, la vente record est documentée. Mais les preuves directes, les notes de Lavoisier, le témoignage d'autres esclaves, une trace claire du devenir d'Amélie, Gabriel ou Aurélien, n'ont jamais été retrouvées. Ce qui reste est une question sans réponse définitive. Cette expérience a-t-elle vraiment eu lieu ? Un médecin français obsédé par l'hérédité a-t-il vraiment orchestré pendant 12 ans un programme de sélection humaine contrôlé dans une plantation isolée de Louisiane ? A-t-il vraiment créé un enfant d'une beauté si extraordinaire qu'il fut vendu pour une fortune record ? Ou bien le cahier de Céleste est-il une fiction ? Un récit inventé pour illustrer les horreurs potentielles d'un système qui traitait les êtres humains comme du bétail ? Une parabole sur les dangers de la science débarrassée de toute considération morale. Les historiens continuent de débattre. Les généticiens modernes, eux, trouvent l'histoire troublante pour d'autres raisons. Ils savent, maintenant, que les principes que Lavoisier aurait appliqués, sélection contrôlée sur plusieurs générations, concentration de traits spécifiques, sont scientifiquement valides. Pas pour créer une perfection mythique, mais pour influencer certaines caractéristiques héréditaires. Ce qui rend le récit de Céleste encore plus dérangeant. Ce qu'elle décrit n'est pas scientifiquement impossible. C'est juste moralement impensable. Aujourd'hui, le cahier repose dans sa vitrine climatisée, ses pages jaunies témoignant d'une histoire qui a peut-être eu lieu ou qui illustre parfaitement ce qui aurait pu se produire. Les visiteurs s'arrêtent devant, lisent les extraits exposés et repartent avec une question qui les hante. Et si c'était vrai, alors pensez-vous que cette histoire soit véridique? Que tout cela s'est réellement produit dans les plantations de Louisiane il y a 170 ans? Le cahier de Céleste existe vraiment dans les archives de l'université Tulane, tout comme les registres de cette vente record d'août 1852. Mais l'expérience elle-même a-t-elle eu lieu, ou est-ce une illustration terrifiante de ce que l'esclavage permettait? Dites-nous ce que vous en pensez en commentaire. Croyez-vous au témoignage de Céleste? Pensez-vous que Lavoisier a vraiment existé et accompli cette expérience horrible? Ou pensez-vous que c'est une légende urbaine historique aussi troublante que plausible? Abonnez-vous pour découvrir d'autres mystères historiques qui glacent le sang. Ces zones grises où l'histoire documentée rencontre le témoignage invérifiable. Et partagez cette vidéo avec ceux qui, comme vous, sont fascinés par les secrets sombres du passé. Parce que la pire horreur n'est peut-être pas celle des fantômes et des légendes, mais celle que les hommes sont capables d'infliger à leurs semblables au nom de la science, du profit, ou simplement parce qu'ils en avaient le pouvoir. Et parfois, la frontière entre ce qui s'est vraiment passé et ce qui aurait pu se passer est plus mince qu'on ne voudrait l'admettre.